وين هذه المشاكل؟ Alors, voilà. Alors, c'est bon là. Très, très bien. Voilà, très bien. Ok, super. On va continuer. Donc, on a vu le plan de la question. Voilà, les objectifs. La connexion instable. C'est quoi la définition d'une diarrhée chronique? Elle se définit par une augmentation du débit fécal, c'est-à-dire plus de 300 grammes par jour, avec une émission de sel trop fréquente, voire trop abondante. Elle est de consistance anormale, liquide, voire très très molle. En pratique clinique, on parle de diarrhée selon l'OMS lorsqu'on a au moins 3 sels molles à liquide par jour. Une diarrhée est dite aiguë. Une diarrhée est dite aiguë lorsque c'est moins de 2 semaines, moins de 15 jours, prolongée de 2 à 4 semaines, chronique plus de 4 semaines. D'accord? Donc, gardez à l'esprit débit fécal plus de 300 grammes par jour, émission trop fréquente de sel trop liquide de consistance anormale. Et ne pas oublier la durée d'évolution de cette diarrhée chronique. Le diagnostic différentiel, il faut savoir différencier de la diarrhée chronique d'une polyexonération, d'une incontinence fécale et de la fausse diarrhée du constipé. On va essayer de les détailler rapidement. La polyexonération, c'est-à-dire plusieurs, elle est liée à un syndrome dyschésique. C'est quoi? C'est trouble de défécation, le syndrome dyschésique. Et ou trouble de la statique pelvienne. Ici, les selles sont très fréquentes, mais de consistance et de poids normal. Deuxième point, une incontinence fécale. C'est un problème de sphincter anal qui devient incontinent. On a en troisième point la fausse diarrhée du constipé qui se voit en cas d'exsudation de la muqueuse colique au contact de selles dures. Est-ce que c'est clair? Répondez s'il vous plaît. Très bien, je continue donc. Étape importante est l'interrogatoire qui est essentiel. Qu'est-ce qu'il va rechercher? Les antécédents personnels ou familiaux de TFI, troubles fonctionnels intestinaux, de pathologies auto-immunes ou alors de néoplasie. S'il vous plaît, essayez de me poser la question sur la PowerPoint. On revient à la fausse diarrhée. C'est une fausse diarrhée, c'est par définition, c'est un diagnostic différentiel. Elle se voit chez un sujet constipé, d'accord? Dû à quoi? À l'exsudation, c'est-à-dire exsudation de la muqueuse colique, elle exsude, elle élimine au contact de selles dures. C'est quoi? On a une composante liquidienne qui coexiste avec des petites selles dures. D'accord? Vous avez deux composantes, une composante liquidienne et quelques petites selles dures. Polyexonération, je l'ai défini, c'est lié à un syndrome de défécation. Quand vous allez déféquer à la selle, il y a certaines étapes. Pour peu qu'une étape soit imparfaite, on aura un problème de défécation, le fait d'aller à la selle, ou alors trouble de la statique pelvienne. D'accord? Donc, c'est bon pour le diagnostic différentiel. J'ai répondu aux questions. On va voir l'interrogatoire qui se base sur les antécédents personnels et familiaux du sujet, notion de résection intestinale, d'irradiation abdominopelvienne, par exemple pour un cancer du rectum, ou une endocrinopathie, le diabète par exemple, les voyages avant le début de la diarrhée, dans les régions tropicales par exemple,
ou si le sujet a pris des médicaments dans les 3 mois qui précèdent l'apparition de la diarrhée, tels que les antibiotiques et les AINS. Ça, vous devez rechercher tous ces éléments à l'interrogatoire. Aussi, les signes digestifs, douleur abdominale, d'accord? Si vous avez une crampe, des arthralgies, une fièvre, une perte de poids. Ça, c'est des éléments importants à rechercher à l'interrogatoire. Maintenant, on va préciser les caractéristiques sémiologiques de la diarrhée. Essentiellement, le mode de début, en précisant s'il est progressif ou d'apparition soudain. On va détailler l'aspect des selles. C'est important de détailler l'aspect des selles. Si c'est une selle volumineuse, boueuse, comme la boue, si elle est graisseuse, la graisse, pensez à la malabsorption et la maldigestion. Si elle est liquidienne, diarrhée osmotique et ou sécrétoire, diarrhée hémorragique s'il y a du sang, pensez aux colites, présence ou non d'aliments, bien sûr non digérés. L'horaire, c'est-à-dire à quelle heure survient cette diarrhée. Alors, je réponds à la caution boueuse comme la boue. La boue. L'horaire des selles et le rôle d'alimentation. Est-ce que c'est des selles nocturnes qui se voient beaucoup plus en cas de lésion organique? S'il y a des degrés d'impériosité des selles, c'est-à-dire si on ne peut pas retenir les selles au-delà de 15 minutes, c'est-à-dire c'est une selle impérieuse. Impérieuse, ça veut dire qu'on est obligé d'aller directement aux toilettes. Troisième point, si l'efficacité des ralentisseurs du transit, l'opéramide, vous allez poser la question. Est-ce que c'est clair pour le moment? Si vous avez des questions, posez-les avant qu'on passe à un autre chapitre. Répondez, il n'y a pas de questions? L'opéramide, c'est un ralentisseur de transit. D'accord? C'est un médicament ralentisseur de transit. On passe à l'examen clinique. On doit faire, outre l'examen abdominopelvien, il faut toujours faire un toucher rectal. Il est important d'apprécier le poids, la taille, l'indice de masse corporelle, d'accord? Surtout en cas d'amaigrissement. Apprécier les téguments et la cavité buccale. La glande thyroïde, vous devez la palper. Les vaisseaux périphériques et abdominaux. Auscultation dans l'hypothèse d'une ischémie mésentérique. Voir s'il y a des ganglions périphériques. On va voir le tableau, va nous résumer un petit peu. Il y a des signes d'examen à chercher devant une diarrhée chronique. Lorsque vous avez l'ocyte, vous devez penser à une carence en micronutriments. Lorsque vous avez une anomalie des phanères, carence multiple. Dermatite herpétiforme, pensez à la maladie cœliaque. C'est quoi? C'est des bulles au niveau de la peau. La dermatite herpétiforme, il faut toujours penser à la maladie cœliaque, je répète. Vous avez les hématomes hémorragiques pour des traumatismes mineurs, par exemple. La carence en vitamine K. Urticaire, mastocytose. Polyadénopathie périphérique, pensez au lymphome. En cas de goitre, l'hyperthyroïdie. L'hypotension orthostatique, dystonie. D'accord, si vous avez des flush syndrome, flush c'est rougeur, chaleur, rougeur au niveau du visage, c'est le se voit en cas de syndrome carcinoïde. Avant de passer aux examens complémentaires, est-ce qu'il y a des questions? Dermatite herpétiforme, c'est une pathologie, une maladie de la peau où on aura apparition de bulles au niveau des régions d'extension de la peau. Et très souvent, on reçoit de la part du dermatologue, généralement c'est une femme qui a une histoire de diarrhée chronique avec lésions cutanées pour faire une fibroscopie et des biopsies duodénales. Il pense à une maladie cœliaque. Flush, c'est une rougeur au niveau du visage. D'accord? Rougeur, chaleur, sensation de rougeur et de chaleur au niveau du visage. On va passer aux examens complémentaires.
les examens biologiques, vous avez des examens systématiques d'orientation, tels que la FNS. Vous devez faire une CRP, syndrome inflammatoire. Bien sûr, un ionogramme sanguin, une érythmie, créatinémie avec calcémie. Vous devez doser la ferritinémie et la vitamine B12 et folate. On a vu carence nutritionnelle. Le temps de cuite, éventuellement en cas de carence en facteur de coagulation vitamino-K dépendant. Ceci par malabsorption de la vitamine K. Vous devez faire aussi une électrophorèse des protéines. On a une hypoalbuminémie. Par quoi? Par exsudation. Il y a une perte des protéines à travers la paroi colique. En fonction du contexte, maintenant, c'est pas systématique. En fonction de votre interrogatoire, en fonction de l'examen clinique, vous devez faire un dosage pondéral des immunoglobulines. D'accord? Vous devez faire un dosage de TSH. Pensez à l'hyperthyroïdie. Et en cas de diarrhée chronique, c'est sérologie VIH. Alors, temps de quick. Éventuellement, on a une carence en facteurs de coagulation. Les facteurs de coagulation, ils sont vitamino-K dépendants. Pas tous. Vous avez le facteur 2, le facteur 7, le facteur 8, le facteur 10 qui sont vitamino-dépendants. Ils dépendent de la vitamine K. Si on a une malabsorption de la vitamine K, donc forcément, il y aura quoi? Il y aura une carence dans ces facteurs. Très bien. J'espère avoir répondu à la question. Maintenant, la TSH, c'est une hormone. C'est lié en cas d'hyperthyroïdie. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut palper la thyroïde, s'il y a un goitre. S'il y a une hyperthyroïdie, vous allez avoir une perturbation de la TSH. D'accord? Et là, si vous réglez, oui, si vous réglez le problème thyroïdien, la diarrhée va s'améliorer et disparaître. Ok, je vois que j'ai répondu aux questions. On va continuer. Les examens biologiques orientés cette fois-ci en fonction du contexte. Alors, vous avez le fécalogramme. C'est quoi? On va étudier les selles émises pendant 3 jours. D'accord? Si possible, dans les conditions de vie normales. On dit aux patients de vivre normalement et on récolte les selles de 3 jours. Il faut savoir que le poids des selles moyen par 24 heures, pour apprécier le poids moyen des 24 heures. Normalement, chez un sujet normal, c'est 150 grammes ou la millilitre par 24 heures. La diarrhée chronique, je répète, c'est un poids moyen de plus de 300 grammes par jour, par 24 heures, suivant un régime normal, alimentaire de type occidental. Il apprécie, deuxième point, une maldigestion, voire une malabsorption des graisses qui se définit par une stéatorée. Lorsqu'on a plus de 7 grammes par jour, ceci si on a un apport quotidien de 100 grammes de lipides par jour. Est-ce que vous avez compris le fécalogramme? Donc, je répète, recueil, super, 3 jours. Pendant 3 jours, vous recueillez les selles de votre patient et appréciez son poids. D'accord? Si vous trouvez que c'est plus de 300 grammes par jour, c'est que c'est une diarrhée. Maintenant, deuxième point, vous allez apprécier le pourcentage de graisse. C'est-à-dire, entre guillemets, vous allez définir une stéatorée. La stéatorée, c'est plus de 7 grammes par jour. C'est pas vous, c'est des calculs qui sont faits. En dosage, on recherchera au niveau des selles les graisses. Si c'est plus de 7 grammes par jour, on parle de stéatorée. C'est simple. Troisième point, la teneur fécale en sodium. Vous avez des selles qui dit diarrhée chronique, il y a un risque de déshydratation. On élimine le sodium, le potassium. Donc, on doit calculer la teneur de cette diarrhée en sodium et potassium. Quatrième point, on doit apprécier la clairance de l'alpha-1 antitrypsine qui doit être inférieure à 24 ml par 24 heures. Si la clairance de l'alpha-1 antitrypsine est élevée, ça veut dire qu'on est en train d'exsuder, c'est-à-dire éliminer les protéines dans la lumière digestive.
On ne va pas rentrer dans les mécanismes trop détaillés de l'alpha-antitrypsine et la diarrhée chronique. Il faut savoir que c'est une enzyme qui est sécrétée. Quand elle est en excès, ça veut dire qu'il y a une entéropathie exsudative. D'accord? Et dernier point, c'est l'examen parasitologique des selles, d'accord, qui doivent être réalisés, bien sûr, à des jours différents. La stéatorée témoigne de la présence de graisse, de lipides dans les selles. On va voir par la suite, il y a certains types de diarrhée où on retrouve une stéatorée. Patientez un petit peu, on va répondre à cette question. Malabsorption de graisse, voilà. Le test au rouge carmin consiste à mesurer en temps séparé l'ingestion du rouge carmin et l'apparition de la première selle, c'est-à-dire vous allez ingérer du rouge carmin et la rechercher par la suite dans les selles. Si le temps est inférieur à 8 heures, ça veut dire qu'il y a une accélération du transit intestinal. Vous avez, dernier point, les tests respiratoires au glucose, qui consistent à mesurer l'hydrogène dans l'air expiré à intervalles réguliers après ingestion de 50 grammes de glucose. Il faut savoir que le glucose est rapidement absorbé dans la partie supérieure de l'intestin. Donc, il n'y a aucune production d'hydrogène. Essayez de suivre avec moi, s'il vous plaît. Test au rouge carmin. Vous prenez le rouge carmin, vous le mangez et vous le recherchez dans les... C'est un colorant, exactement. Et vous voyez les selles. Si il y a moins de 8 heures, ça veut dire qu'il y a une accélération du transit. C'est clair? Très bien. Les examens biologiques utiles au diagnostic de diarrhée chronique dans un contexte particulier. Le test respiratoire. Vous allez mesurer l'hydrogène dans l'air expiré. D'accord? Vous allez mesurer, je répète, l'hydrogène dans l'air expiré à intervalles réguliers après ingestion de 50 grammes de glucose. Il faut savoir que le glucose est rapidement absorbé dans la partie supérieure de l'intestin. Vous prenez du glucose, il est absorbé. D'accord? Donc, et vous allez mesurer l'hydrogène dans l'air expiré. Normalement, il n'y a aucune production d'hydrogène. C'est des tests respiratoires au glucose. On les fait en cas de diarrhée chronique. Je reviens sur ce tableau qui est important. Si vous avez des anticorps antitransglutaminase ou des IgA anti-endomysiol, un des deux examens, ça pose le diagnostic de maladie cœliaque. D'accord? Sous réserve qu'il n'y ait pas un déficit en IgA. Deuxième, la gastrine. D'accord? Si suspicion de Zollinger-Ellison. Troisièmement, 5 HIA urinaire. Si vous avez une suspicion de tumeur carcinoïde. Alors, si vous avez une suspicion de tumeur carcinoïde, vous avez sécrétion de sérotonine par la tumeur qui siège au niveau du grêle ou alors qui a donné des métastases à hépatite. Là, vous allez avoir une diarrhée motrice avec un flush. Flush, on a dit, c'est une rougeur du visage avec sensation de chaleur. Le VIPOM, c'est une tumeur sécrétante qui est responsable d'une diarrhée volumogénique ou sécrétoire. Elle nous donne une diarrhée sécrétoire très abondante. Thyrocalcitonin, là, vous avez un cancer médulaire de la thyroïde qui nous donne aussi une diarrhée motrice. La chromogranine A, suspicion de tumeur endocrine. On a une sécrétion de chromogranine A qui s'élève chez les patients présentant une hypochloridrie. Dernier point, vous avez l'histamine. VIP, c'est le VIPOM. VIPOM, c'est une tumeur sécrétante qui est responsable d'une diarrhée sécrétoire. La diarrhée sécrétoire, on va la voir par la suite. L'histamine, vous avez une suspicion de mastocytose systémique
vous allez une urticaire, démangeaison au niveau de la peau et toujours un flush syndrome. Donc, le gastrinome, c'est une tumeur qui sécrète la gastrine. La gastrine, c'est quoi? Est-ce que vous m'entendez? C'est une hormone qui est sécrétée par les cellules endocrines de l'antre. D'accord? La gastrine, c'est une hormone qui est sécrétée par les cellules endocrines de l'antre. En fonction du contexte, vous suspectez une maladie cœliaque, il y a 2 anticorps à demander et dosage des IgA. Vous suspectez un Zollinger-Ellison, dosage de la gastrine. Vous suspectez par exemple un VIPOM, d'accord? Il faut alors faire une recherche sur la diarrhée sécrétoire. Alors, j'ai une question, on doit apprendre ces tableaux. Tout le cours est important. D'accord? Il n'y a pas une partie qu'on néglige par rapport à une autre. D'accord? Les examens maintenant morphologiques. Je veux que vous compreniez la diarrhée chronique, c'est un cours important en gastro-entérologie. Les examens maintenant morphologiques, notamment endoscopiques, qu'est-ce que vous allez demander? Vous allez demander une fibroscopie à la recherche d'une atrophie villositaire. Vous allez demander une iléocoloscopie avec des biopsies iléales au niveau de l'iléon et des biopsies coliques étagées, même s'il n'y a pas de lésion endoscopique. D'accord? À la recherche d'une colite microscopique. C'est des lésions histologiques qu'on diagnostique au décours de l'anapathe. Troisième élément, vous devez faire une entéroscopie qui permet d'explorer une grande partie de l'intestin grêle. Parce qu'avec l'iléocoloscopie, on voit que les derniers centimètres de l'iléon, nous permettant de réaliser des biopsies. On peut faire une vidéocapsule du grêle et ou une entéro-IRM, voire entéroscanner. Tout dépend des éléments qui nous orientent vers tel ou tel examen. Le scanner abdominopelvien qui va mettre en évidence par exemple une tumeur du pancréas, une tumeur du côlon, une carcinose qui peut se révéler par une diarrhée chronique, une anomalie du mésentère, d'accord, mésentérite au contact d'une tumeur carcinoïde, ou alors en contact d'un lymphome. D'accord? On peut avoir la maladie de Crohn, par exemple, qui se révèle par une diarrhée chronique. Une évaluation morphologique de la paroi de l'ensemble de l'intestin grêle fait de plus en plus appel à l'entéro-IRM ou à l'entéroscanner. D'accord? Il faut savoir que le transit barité du grêle a tendance à être abandonné au profit de l'entéro-IRM. Pourquoi? Parce que l'entéro-IRM nous donne plus d'informations sur l'intestin grêle. L'octréoscan, on le fait uniquement si on a une suspicion de tumeur endocrine. Comment il fonctionne cet cet octréoscan? Il va détecter la radioactivité de l'octréotide. Est-ce que vous avez des questions? Je reviens sur une partie si vous n'avez pas compris. Posez des questions s'il vous plaît. Une bonne question. L'échographie n'a pas d'intérêt ici. Il n'y a pas grand intérêt à l'échographie parce qu'il vaut mieux être des examens pertinents tels que l'entéro-IRM ou alors la fibroscopie. L'octréoscan, très bien. Il faut dire qu'il n'est pas disponible dans tous les centres. D'accord? C'est un examen très, très spécifique. D'accord? Et on le fait uniquement lorsqu'on a une tumeur endocrine, c'est-à-dire une tumeur qui sécrète. Cet octréoscan va détecter la radioactivité. De quoi? C'est quoi? C'est un analogue de la somatostatine. Il va détecter la radioactivité de l'octréotide et se fixer sur la tumeur endocrine. C'est-à-dire, si j'ai une tumeur endocrine quelque part, l'octréoscan
va détecter la radioactivité et va fixer la tumeur. D'accord? Et il exprime à sa surface des récepteurs. Je sais que c'est un petit peu compliqué, mais il faut connaître. C'est-à-dire, on ne va pas vous poser une question sur l'octréoscan, mode de fonctionnement. Mais il faut savoir qu'on peut demander un octréoscan quand on a une suspicion de tumeur endocrine. Très bien. J'avance. Maintenant, il y a des stratégies. On l'a vu dans le plan, il y a des stratégies d'exploration. On va passer à une situation les plus fréquentes. Vous avez une diarrhée qui est modérée, ancienne, d'allure motrice, si j'ai un sujet jeune par exemple, dans un contexte de conservation de l'état général, sans aucune autre anomalie à l'examen biologique de débrouillage, et qui répond bien au traitement symptomatique. Là, la nature fonctionnelle est évoquée. On est en droit de ne pas pousser les explorations. Ça, c'est la situation fréquente, diarrhée modérée, sujet jeune, pas de retentissement sur l'état général. Deuxième point, on a une diarrhée chronique au retour d'un voyage. Par exemple, en zone tropicale ou en Afrique noire, vous rentrez de voyage et la personne fait une diarrhée. Il faut suspecter une parasitose chronique. On est en droit de faire un traitement d'épreuve si nécessaire. On a des troubles fonctionnels post-infectieux. D'accord? Et ça peut aller tropical si la diarrhée est prolongée. Donc, c'est important de bien interroger votre patient. Vous avez une diarrhée modérée qui apparaît à un âge tardif, sans antécédent personnel de syndrome de l'intestin irritable. D'accord? Là, il faut penser à un cancer du côlon, pancréas. Diarrhée soudaine avec selles réparties et parfois nocturne chez les femmes de plus de 50 ans. Vous avez un terrain d'auto-immunité. L'intestin irritable, c'est le côlon nerveux, comme on dit ça vulgairement. Mais c'est un cours qui va être fait normalement la semaine prochaine. D'accord? Vous savez, il y a une connexion entre le système nerveux et le système digestif. D'accord? Le système digestif est très innervé. En période de stress ou de fatigue extrême, on peut avoir une traduction sur le tube digestif. Et notamment, on peut avoir une petite diarrhée. Diarrhée soudaine, là, c'est une femme de 50 ans qui a un contexte d'auto-immunité, qui a une polyarthrite rhumatoïde, un exemple que je donne, qui prend des AINS. Là, il faut savoir évoquer une colite microscopique, d'accord, et rechercher un médicament déclencheur. Maintenant, les principales causes de la diarrhée chronique. Là, c'est une partie importante, la diarrhée motrice. Les selles liquidiennes surviennent typiquement au réveil et en postprandial. Vous mangez, dès que vous terminez de manger, il y a un besoin d'aller à la selle. Ça évolue dans un contexte dans un contexte de conservation de l'état général. Il n'y a pas de malabsorption. Le sujet a un poids normal, il n'a pas perdu de poids et il fait une diarrhée dès qu'il se réveille ou alors dès qu'il termine de manger. La diarrhée, elle est impérieuse, c'est-à-dire c'est urgent d'aller à la selle. Elle est en salle, c'est-à-dire non interrompue, et contient des débris alimentaires. Dans ce cas de figure, le temps de transit du rouge carmin est comment? Il doit être accéléré. La diarrhée répond plus ou moins partiellement au ralentisseur du transit et elle s'améliore nettement lorsqu'on jeûne, durant le mois de Ramadan par exemple. Maintenant, quelles sont les étiologies de cette diarrhée chronique motrice? Vous avez les TFI, troubles fonctionnels intestinaux, on a vu ce que c'était, l'hyperthyroïdie, rarement les tumeurs carcinoïdes, le cancer médulaire de la thyroïde. Vous avez un diabète mal équilibré, insulino-nécessitant. Est-ce que c'est clair pour la diarrhée motrice? Je passe à la diarrhée osmotique. Répondez s'il vous plaît. Très bien. Et je vois qu'il y a des oui, donc je passe à la diarrhée osmotique. Les selles
dans ce cas de figure, sont liquidiennes. Toujours pas d'altération de l'état général. Il n'y a pas de malabsorption. La diarrhée cède lorsque les agents osmotiques ne sont plus présents dans la lumière intestinale et au jeûne. D'accord? Les principales causes sont les diarrhées après ingestion de grandes quantités de lactose ou de sucre-alcool suite à une prise de magnésium. Et exceptionnellement, c'est des diarrhées factices par injection cachée de laxatifs. Là, il y a un terrain psychologique. Quand le sujet prend de façon cachée les laxatifs dans un but de régime, d'accord, et se plaint par la suite de faire de la diarrhée. Troisième point, c'est la malabsorption. Les diarrhées par malabsorption peuvent être responsables de carences et de perte de poids, malgré un apport alimentaire conservé, c'est-à-dire le sujet mange et à cause de la diarrhée, il aura une carence nutritionnelle, mais il mange normalement. Les carences peuvent porter sur les macronutriments, tels que les lipides, les protéines, les hydrates de carbone, les électrolytes, le fer, le folate, c'est des exemples, tout ça. On aura une crise de tétanie, des troubles visuels par malabsorption de la vitamine A, un retard de croissance chez l'enfant et l'adolescent. Elles sont réparties sur la journée, elles sont volumineuses et graisseuses. D'accord? Donc, il y a la stéatorée. Les agents osmotiques. Alors, les agents osmotiques, c'est tout ce qui est pour vidanger un petit peu, pour vidanger, les selles. Parmi la malabsorption, diarrhée par malabsorption, on a la maladie cœliaque. C'est très important. Maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune qui se développe sur un terrain prédisposé, c'est-à-dire chez certaines personnes qui ont par exemple l'HLA DQ2 ou DQ8. C'est quoi la malabsorption, enfin maladie cœliaque? C'est une intolérance aux protéines contenues dans le gluten. Je vous voulais pour dire simple, il y a une intolérance au gluten. Ils ne peuvent pas manger le pain comme vous et moi. Pourquoi? Parce que le blé, le seigle et l'orge contiennent du gluten. Il leur faut leur pain spécial, leur pâte spéciale. Il faut savoir que la maladie cœliaque touche beaucoup plus la femme. On a deux pics d'âge, 20 et 40 ans. Et il faut savoir qu'il y a la forme pédiatrique. Et la difficulté dans la maladie cœliaque, c'est une pathologie qui est peu ou asymptomatique. Est-ce que c'est clair? Je vois qu'il n'y a pas de questions. Je continue donc. Le risque de maladie cœliaque est accru chez les parents du premier degré de patients déjà atteints. D'accord? Comme c'est une maladie auto-immune, pensez si recherchez un diabète, thyroïdite, une cirrhose biliaire primitive, c'est un cours, hein, vous allez le faire demain ou après-demain. La forme clinique, c'est diarrhée chronique, signe de malabsorption. La maladie cœliaque est évoquée puis confirmée. Alors, si on a des signes, par exemple, biologiques de malabsorption, on peut avoir une cytolyse, on peut avoir même une hypofertilité, des fausses couches, des troubles neurologiques. Là, il nous faut faire une fibroscopie et des biopsies du duodénum. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retrouver une atrophie villositaire totale ou subtotale. Les villosités sont aplaties. Endoscopiquement, on dit ça que c'est un aspect assuré des traits, ou alors aspect en peau de serpent. D'accord? On aura une augmentation du nombre de lymphocytes intraépithéliaux, une infiltration lymphoplasmocytaire du chorion avec présence de polynucléaires éosinophiles. Il faut aussi demander la sérologie de la maladie cœliaque. C'est les anticorps sériques antitransglutaminase de type IgA et les anticorps anti-endomysium de type IgA encore. Ils sont plus sensibles et plus spécifiques. Mais il faut rechercher qu'il n'y ait pas de carence en IgA. Parce que s'il y a une carence, il risque d'être faux.
ces anticorps. Donc, on doit éliminer une carence en IgA et demander les anticorps antitransglutaminase et anticorps anti-endomysium. Dans le cas où on a une carence en IgA, on doit doser les IgG. Il faut savoir, après un régime bien conduit, éviction du gluten, on récupérera l'aspect endoscopique, il y aura repousse villositaire à partir de 6 mois. 6 mois de régime sans gluten. Et sincèrement, c'est un cours lent, donc je vais essayer de réexpliquer au maximum. On n'a que 40 minutes. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas compris exactement? La sérologie de la maladie cœliaque, je vais la refaire. La sérologie de la maladie cœliaque repose sur 2 éléments. Les anticorps antitransglutaminase et les anticorps anti-endomysium. C'est les plus sensibles et plus spécifiques. Il y a 2 dosages. Anticorps antitransglutaminase, anticorps anti-endomysium. Ces anticorps sont valables lorsqu'on n'a pas de carence en IgA. Un sujet qui a carence en IgA, on ne peut pas leur demander. On va demander les IgG. Et si vous avez une amélioration après régime, un sujet a fait le diagnostic, chez qui on a posé le diagnostic de maladie cœliaque, vous le suivez en consultation. Il commence correctement son régime, plus de gluten. Vous le revoyez régulièrement. À 6 mois, vous êtes en droit de refaire une fibroscopie et vous allez apprécier le duodénum. S'il s'est amélioré, si les villosités sont en train de grandir, si vous voulez. Et à 1 an, vous demandez un contrôle de ces anticorps. Est-ce que c'est clair? Répondez. Très bien. Le traitement de la maladie cœliaque, c'est uniquement le régime sans gluten. Il n'y a pas de traitement miracle. C'est une maladie chronique. Il faut savoir que tous les aliments qui contiennent le blé, le seigle, l'orge, d'accord, doivent être éliminés. L'avoine, récemment, il fait partie de l'alimentation du patient cœliaque. Alors oui, donc le maïs et le riz sont utilisés sans réserve. Donc vous pouvez dire au patient riz et maïs, c'est à volonté. On ne reprend jamais une alimentation normale. Quand on est cœliaque, je viens de le dire, c'est une maladie chronique. On ne guérit pas, c'est comme le diabète ou l'HTA. D'accord? Donc, c'est là la difficulté de cette pathologie. Donc, on ne guérit pas, on ne revient pas à un mode d'alimentation normal, on continue avec un régime sans gluten. Et dès que vous reprenez le régime, vous reprenez l'alimentation, le pas normal, il y a un risque de lymphome. Voilà, le lymphome invasif, l'adénocarcinome de l'intestin grêle, cru réfractaire, c'est lymphome intraépithélial. Lymphome, c'est un cancer. Hein. Alors là, il y a risque et aggravation, c'est une maladie cœliaque qui est malheureusement au stade de complication. Il faut savoir que l'ostéopénie est présente au moment du diagnostic. Alors après 50, alors ça va se couper. Mais rester en ligne, on va relancer le cours. D'accord, ça va se couper incessamment. Alors, je n'ai pas énuméré parce qu'il y a d'autres anticorps qui sont témoins du bon régime. C'est-à-dire qu'à 1 an, on est en droit de demander d'autres anticorps. Ça n'a pas été mentionné dans votre cours et j'ai respecté le cours de Dr Isalhi. Donc, à 1 an, on est en droit de demander d'autres anticorps pour voir si le sujet a correctement suivi son régime ou pas. D'accord? Si on trouve que les anticorps, alors, si on trouve qu'il y a d'autres anticorps, ça veut dire que le sujet s'est détourné de son régime. Océopénie, c'est un os qui est fragile. Il y a une diminution
osseuse, une fragilité osseuse. D'accord. Donc, deuxième point, maladie